Lettre 134. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. En vérité, vicomte, vous êtes bien comme les enfants, devant qui il ne faut rien dire, et à qui on ne peut rien montrer qu'ils ne veuillent s'en emparer aussitôt. Une simple idée qui me vient, à laquelle même je vous avertis que je ne veux pas m'arrêter, parce que je vous en parle, vous en abusez pour y ramener mon attention, pour m'y fixer quand je cherche à m'en distraire, et me faire en quelque sorte partager malgré moi vos désirs étourdis. Est-il donc généreux à vous de me laisser supporter seul tout le fardeau de la prudence ? Je vous le redis et me le répète plus souvent encore, l'arrangement que vous me proposez est réellement impossible. Quand vous y mettriez toute la générosité que vous me montrez en ce moment, croyez-vous donc que je n'ai pas aussi ma délicatesse et que je veuille accepter des sacrifices qui nuiraient à votre bonheur ? Or, est-il vrai, vicomte, que vous vous faites illusion sur le sentiment qui vous attache à madame de Tourvel ? C'est de l'amour, où il n'en exista jamais. Vous le niez bien de 100 façons, mais vous le prouvez de 1000. Qu'est-ce, par exemple, que ce subterfuge dont vous vous servez vis-à-vis de vous-même, car je vous crois sincère avec moi, qui vous fait rapporter à l'envie d'observer le désir que vous ne pouvez ni cacher, ni combattre, de garder cette femme ? Ne dirait-on pas que jamais vous n'en avez rendu une autre heureuse, parfaitement heureuse ? Ah, si vous en doutez, vous avez bien peu de mémoire. Mais non, ce n'est pas cela. Tout simplement votre cœur abuse votre esprit et le fait se payer de mauvaises raisons. Mais moi, qui ai un grand intérêt à ne pas m'y tromper, je ne suis pas si facile à contenter. C'est ainsi qu'en remarquant votre politesse, qui vous a fait supprimer soigneusement tous les mots que vous vous êtes imaginé m'avoir déplu, j'ai vu cependant que, peut-être sans vous en apercevoir, vous n'en conserviez pas moins les mêmes idées. En effet, ce n'est plus l'adorable, la céleste Madame de Tourvel, mais c'est une femme étonnante, une femme délicate et sensible, et cela à l'exclusion de toutes les autres. Une femme rare, enfin, et telle qu'on n'en rencontrerait pas une seconde. Il en est de même de ce charme inconnu qui n'est pas le plus fort. Eh bien, soit, mais puisque vous ne l'aviez jamais trouvé jusque-là, il est bien à croire que vous ne le trouveriez pas davantage à l'avenir, et la perte que vous feriez n'en serait pas moins irréparable. Ou ce sont là, vicomte, des symptômes assurés d'amour, ou il faut renoncer à en trouver aucun. Soyez assuré que, pour cette fois, je vous parle sans humeur. Je me suis promis de n'en plus prendre. J'ai trop bien reconnu qu'elle pouvait devenir un piège dangereux. Croyez-moi, ne soyons qu'amis, et restons-en là. Sachez-moi gré seulement de mon courage à me défendre. Oui, de mon courage, car il en faut quelquefois, même pour ne pas prendre un parti qu'on sent être mauvais. Ce n'est donc plus que pour vous ramener à mon avis par persuasion que je vais répondre à la demande que vous me faites sur les sacrifices que j'exigerai et que vous ne pourriez pas faire. Je me sers à dessein de ce mot « exiger » parce que je suis bien sûr que, dans un moment, vous m'allez en effet trouver trop exigeante. Mais tant mieux. Loin de me fâcher de vos refus, je vous en remercierai. Ce n'est pas avec vous que je veux dissimuler, j'en ai peut-être besoin. J'exigerai donc, voyez la cruauté, que cette rare, cette étonnante Madame de Tourvel ne fût plus pour vous qu'une femme ordinaire, une femme telle qu'elle est seulement. Car il ne faut pas s'y tromper, ce charme qu'on croit trouver dans les autres, c'est en nous qu'il existe. Et c'est l'amour seul qui embellit tant l'objet aimé. Ce que je vous demande là, tout impossible que cela soit, vous feriez peut-être bien l'effort de me le promettre, de me le jurer même. Mais je l'avoue, je n'en croirai pas de vains discours. Je ne pourrai être persuadé que par l'ensemble de votre conduite. Ce n'est pas tout encore. Je serai capricieuse. Ce sacrifice de la petite Cécile que vous m'offrez de si bonne grâce, je ne m'en soucierai pas du tout. Je vous demanderai au contraire de continuer ce pénible service jusqu'à nouvel ordre de ma part. Soit que j'aimasse à abuser ainsi de mon empire, soit que, plus indulgente ou plus juste, il me suffit de disposer de vos sentiments, sans vouloir contrarier vos plaisirs. Quoi qu'il en soit, je voudrais être obéi, et mes ordres seraient bien rigoureux.
Il est vrai qu'alors je me croirais obligé de vous remercier. Que sait-on? Peut-être même de vous récompenser. Sûrement, par exemple, j'abrégerai une absence qui me deviendrait insupportable. Je vous reverrai enfin, vicomte, et je vous reverrai. Comment? Mais vous vous souvenez que ceci n'est plus qu'une conversation, un simple récit d'un projet impossible, et je ne veux pas l'oublier toute seule. Savez-vous que mon procès m'inquiète un peu? J'ai voulu enfin connaître au juste quels étaient mes moyens. Mes avocats me citent bien quelques lois et surtout beaucoup d'autorités, comme ils les appellent, mais je n'y vois pas autant de raison et de justice. J'en suis presque à regretter d'avoir refusé l'accommodement. Cependant, je me rassure en songeant que le procureur est adroit, l'avocat éloquent et la plaideuse jolie. Si ces trois moyens devaient ne plus valoir, il faudrait changer tout le train des affaires. Et que deviendrait le respect pour les anciens usages? Ce procès est actuellement la seule chose qui me retienne ici. Celui de Belleroche est fini, hors de cour, dépens compensés. Il en est à regretter le bal de ce soir. C'est bien le regret d'un désœuvré. Je lui rendrai sa liberté entière à mon retour à la ville. Je lui fais ce douloureux sacrifice, et je m'en console par la générosité qu'il y trouve. Adieu, vicomte. Écrivez-moi souvent. Le détail de vos plaisirs me dédommagera au moins en partie des ennuis que j'éprouve. Du château, ce 11 novembre.